La première, Le samedi, de 10h à 11h, dans quel monde on vit? dans quel monde on vit? Pascal Claude. Ne te découvre pas d'un fil, disait-il, surtout qu'on n'est pas encore en avril. Oui, mais eux, en début de semaine, sous leur tente, la nuit, rue de la Loi, ils affirmaient ne pas avoir eu froid. Et ils répètent haut et fort qu'ils sont plus chauds que le climat. Mais sont-ils vraiment entendus? Et surtout, les femmes et les hommes politiques doivent-ils obéir à la rue? Autrement dit, la rue doit-elle faire la loi? Nous en discuterons alors que la révision de la Constitution a été rejetée jeudi soir à la Chambre. Avril arrive, mais le printemps, lui, il est déjà bien là. La saison des commencements, la saison du si beau défilé des cerisiers en fleurs. Vous l'avez peut-être photographié, ce spectacle à admirer. Un émerveillement éphémère, comme quelque chose qui se termine au début de la saison nouvelle. Ce matin, nous allons sentir et ressentir toutes les variations et les oscillations des saisons avec Ryoko Sekiguchi. Le chant de la fauvette sous la lune de la mer annonce le printemps, nous prévient la poésie de Gérard Bérébi. Une poésie qui nous décrit une sorte d'éternelle saison, la saison d'un monde abîmé, peuplé d'exilés, de personnes rejetées, amenées à se débrouiller. Mais alors, qui va nous sauver? L'amour? La beauté des cerisiers? Voire l'espoir d'une autre saison? Mais au fond, qu'est-ce que nous en savons? Dans quel monde on vit? Sur la première. Ryoko Sekiguchi, vous êtes avec nous installé dans un studio à Paris. À Paris, vous y vivez depuis 1997. Vous êtes née à Tokyo, vous êtes écrivaine, poétesse, traductrice aussi. Votre dernier livre a pour titre Nagori, la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter. Et enfin, je signale que vous êtes ce week-end au Passaporta Festival à Bruxelles. Nous en parlerons ensemble tout à l'heure. Vous avez eu l'occasion de les admirer, ces cerisiers en fleurs? Bah oui, bien sûr. On va dire que c'est un cliché du Japon, mais en même temps, chaque fois que qu'on les regarde, on est ému, on a que cette émotion à bras ouverts. C'est parce que la floraison est de courte durée que nous y sommes si Ah oui, attachés. oui, non, mais c'est déjà le début de la floraison, c'est la fin de floraison. C'est assez étrange, c'est vraiment éphémère. C'est comme justement la vie d'une éphémère. Gérard Bérébi, vous êtes éditeur et poète, vous avez fondé les éditions Alia en 1982. C'est par exemple vous qui avez publié le livre Nino dans la nuit de Capucine et Simon Joannin que nous avons reçu récemment dans ce magazine. La banlieue du monde, c'est le titre de votre nouveau recueil de poésie. Vous y avez été attentif, vous, à ces cerisiers en fleurs ? Déjà ce matin, puisque j'habite à Bruxelles dans la rue des Cerisiers à Woluwe-Saint-Lambert, les cerisiers fleuris, je peux vous le confirmer. Pourquoi est-ce que la nature abîmée occupe plus d'espace que la beauté des fleurs dans vos poèmes? Parce qu'elle me paraît dominante, parce qu'elle me frappe, parce que tout le monde s'y habitue. Et je pense que de trouver les mots pour remettre ces choses en voie d'être détruites ou déjà détruites, peut-être aider à prendre conscience de ce qui disparaît et qui est notre propre naturel et notre propre besoin quotidien. Je posais la question en ouverture. Vous savez, vous, qui va nous sauver dans ce monde abîmé? Je ne sais pas si on sera sauvé, mais si on se sauve, je ne vois pas d'autre alternative et d'autres possibilités politiques et humaines. On ne peut se sauver que nous-mêmes et que par nous-mêmes. C'est-à-dire que je pense que personne ne pourra nous sauver. Gérard Bérébi et Ryoko Sekiguchi, vous êtes avec nous ce matin jusqu'à 11h. Et tout de suite, c'est l'actualité de la semaine écoulée qui va nous occuper pour la commenter à nos côtés. Vaya Demertis, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue. Avec nous également le philosophe Philippe Van Parijs. Bonjour Philippe. Bonjour. Et puis l'écrivain Laurent Demoulin est de la partie. Bonjour Laurent. Bonjour Pascal. Les femmes et les hommes politiques doivent-ils obéir à la rue? Vous allez être amené à répondre à la question. Vous nous livrerez aussi votre temps fort de l'actualité qui est, comme chaque semaine, faut terminer. Gérard Bérébi, pour terminer ce premier tour de table. Il y a un fait divers qui s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi à Liège qui m'a beaucoup frappé. Un jeune homme de 31 ans, Alexandre Zangas, a tué son père. Il le suspectait d'avoir une histoire avec son ex-copine. Et ce qui s'est révélé exact. Et on est pratiquement dans le quart-monde. Le père et le fils, pour des raisons différentes et dans des époques différentes, sont des repris de justice. Et on a aujourd'hui
les caractéristiques et les dimensions d'une tragédie grecque, et voilà où elle se produit. Et ceci montre une chose, c'est que la vraie vie, peut-être, devrait être regardée dans tous ces endroits qui sont ignorés, délaissés, et qui ont la capacité de produire des incidents terriblement dramatiques, mais ô combien humains et comportant toutes les passions humaines en elles-mêmes. Eh bien voilà, pour vos temps forts de l'actualité, on poursuit tout de suite avec notre débat. Gérard Bérébi, qu'est-ce que vous en dites, vu de Paris, alors que le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, se poursuit ce samedi encore ? Le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a des choix d'orientation de société qui sont opérés, que nous vivons dans un monde où domine à tout crin le capitalisme financier. Ce que nous voyons se manifester, c'est-à-dire la protestation sociale violente telle qu'elle se déroule actuellement à Paris, pour moi, pourrait l'être encore plus, parce qu'il est évident que s'il y a une telle violence qui se manifeste, mais qui n'est pas si violente que cela si l'on compare par exemple aux révoltes de mai 68 que j'ai eu l'occasion de vivre, il se passait des choses beaucoup plus violentes qui ne se passent aujourd'hui, et qui passait beaucoup mieux dans la population à l'époque, alors que la violence actuelle passe beaucoup moins parce que elle est prise en main et elle est médiatisée par un discours d'éditorialistes publics qui crie à la faillite, à la peur, à la destruction et à la fin de tout. Et donc, il y a un décalage qui s'opère. Mais cette protestation, elle vient de ce choix de société qui, selon moi, très modestement, a détruit le lien social, a mis par terre ce qu'il restait de ce qu'on appelait, dans une époque encore pas très lointaine, la classe ouvrière, est en train de détruire complètement les classes moyennes qui servaient de lien pour un équilibre social et obtenir une paix sociale dans la société. Le néolibéralisme pense, selon moi, aujourd'hui, que l'on n'a plus besoin de paix sociale et on arrive à un état quasi, pardonnez-moi, barbare aujourd'hui, où il y a ceux qui possèdent et ceux qui n'ont rien, et au milieu, on n'a plus besoin de personne. Désolé. Hein. Vous, parfois, la poésie, quand ça ne va pas, Gérard Bérébi ? Je ne sais pas si je lui rends visite, je ne sais pas si je vais bien ou pas. Ce que je sais, c'est que je n'écris pas ces choses-là par choix. Je dirais encore moins par désir, mais ce sont des choses qui s'imposent en moi et qui deviennent un plaisir, et j'y ressens une certaine attraction dans cette écriture-là. Mais au départ, c'est des choses que je vois, que vous voyez tout comme moi. Ce sont des choses qui passent, et certaines fois, il y a des choses qui ne passent pas, qui se cristallisent, et il y a ce besoin de les exprimer dans une langue avec des mots qui ne viennent pas de la chose elle-même, mais de la vision et de la cristallisation de ce que je vois pour les transmettre peut-être à autrui. Est-ce que ça se définit, la poésie qui transforme la nuit en lumière selon Godard? On ne cesse de lui attribuer des fonctions, des pouvoirs à la poésie. On tente sans cesse de la définir. Est-ce que ça se définit, la poésie, Ryoko Sekiguchi? Je sais que vous avez travaillé à cette question. Alors, je pense, en fait, je suis tout à fait d'accord. La poésie, en fait, dans la poésie, ce n'est pas nous qui sommes le sujet de la phrase, c'est toujours la poésie qui décide. Donc, je pense que c'est, en fait, la poésie, c'est le monde dans lequel les mots qui vivent, indépendamment à nous, disons, et que c'est les mots qui décident, c'est la poésie qui décide, en fait. Je sais pas, c'est comme ça que je qualifie. Laurent Demoulin, vous écrivez, vous aussi, des poèmes. C'est la poésie qui décide ? Non, je dirais pas. C'est peut-être un mariage, un compromis entre nous et les mots, non? Quelque chose comme ça. Gérard Bérébi. Peut-être que ce que je voulais dire précisément, c'est que dans un premier temps, je ne choisis pas. Mais ensuite, c'est évident que c'est moi qui choisis, qui ordonne, qui dirige, qui décide et qui écrit la finalité de la chose. Mais quand je dis que je ne choisis pas, c'est-à-dire que le sentiment d'être saisi par une urgence à produire quelque chose, une image, une métaphore à travers des mots, ça n'est pas une chose que je choisis, et combien même je le voudrais, ça ne viendrait pas. Mais c'est quand cette chose m'échappe
qu'après j'en ai la maîtrise. Oui, d'accord. C'est sûr qu'on ne se dit pas j'ai une heure de 2 à 3, je vais écrire un petit poème. Ça, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Ça ne marche jamais de cette marche pas manière-là. comme ça, non. La banlieue du monde, c'est le titre de votre nouveau recueil de poèmes, Gérard Bérébi. Quelle est l'adresse de cette banlieue du monde ? Partout et nulle part. C'est-à-dire, c'est ce que nous devenons, c'est ce que les lieux où nous vivons deviennent. C'est un peu, si vous voulez, le devenir humain dans un no man's land qui n'a pas de nom, mais dans lequel nous nous retrouvons tous. Tout ressemble à la banlieue du monde, écrivez-vous dans l'un de vos poèmes. Dans la mesure où j'ai le sentiment que la vie a été suspendue, privée des endroits naturels où nous pouvons nous retrouver et où nous pouvons vivre, c'est-à-dire que tout est devenu monnaie d'échange, tout est marchandise, à commencer par les individus eux-mêmes, et les sentiments véhiculés, transmis, partagés, sont, à mes yeux, de plus en plus factices, et il faut chercher loin pour trouver un réconfort, un appui, une oreille amie à laquelle on peut se livrer, et on se retrouve de plus en plus dans un cercle extrêmement intime pour atteindre cette réalité dont nous avons besoin physiquement et mentalement pour survivre. Dans vos textes, vous parlez de la langue de l'oppression, de la langue du pouvoir. Avec vos poèmes, avec votre poésie, vous cherchez à la transformer, à la renverser, cette langue ? Je pense que de tout temps, les écrivains ont tenté, de tordre le cou à la langue. C'est-à-dire que nous avons un médium entre les mains qui est ce qu'il est au jour d'aujourd'hui, et c'est quand on s'empare des mots et qu'on arrive à les domestiquer pour dire quelque chose que l'on dépasse la langue telle qu'elle nous est imposée, et quand une chose elle nous est imposée, elle est imposée par divers pouvoirs. C'est-à-dire que ça peut être un pouvoir politique, mais un pouvoir culturel, un pouvoir grammatical même, d'idées reçues. À partir du moment où on arrive à utiliser des mots, à les tordre et à faire dire quelque chose, et quelque chose, ça peut très bien être, comme je l'ai fait, d'un poème d'une beauté certaine sur, pour reprendre le thème du jour, sur les cerisiers en fleurs, après être passé à Tokyo, comme je peux très bien écrire un poème sur la campagne normande, comme je peux très bien écrire un poème sur la langue elle-même et sur le pouvoir des mots et ce que ces mots peuvent dévider de sens et dévider de vie, c'est-à-dire d'écarter ce qui compte vraiment. Elle cherche à dire quoi, la poésie ? Peut-être la rage du désespoir. Ambiance. Pourquoi pas ? Vous savez, selon moi, on ne choisit pas. Quand je dis on ne choisit pas, c'est-à-dire que si je dis la rage du désespoir, c'est pas par goût prononcer de la rage ou du désespoir que je le dis, c'est parce qu'une chose s'impose. Et elle s'impose en fonction d'un état de fait, d'un état de lieu, et surtout s'impose, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à travers un clochard dans la rue qui a accepté, parce qu'il ne voulait pas, aller à l'hôpital. Vous n'avez pas parlé du clochard parce que vous avez un goût morbide pour la misère dans le caniveau. Gérard Bérébi, vous allez maintenant nous lire un extrait de ce nouveau recueil de poèmes, La banlieue du monde. Et je vous ai demandé de choisir celui où vous parlez de la Belgique et même de la Wallonie. Ça, c'est rare dans la poésie française. Mais suis-je un poète français ? Je vous avoue que je ne le sais pas. Ben moi non plus, du coup. J'écris, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que la langue française est ma langue. Après, je ne sais pas. On vous écoute. Sur un chemin de traverse, en bordure de l'Odeur, affluent de la Sambre à Marchienne-au-Pont, près de la miroiterie abandonnée le long des berges, là où la végétation est haute et où de petits tunnels oubliés abritent souvent le soir des amoureux au désir impatient,
et quelques héroïnomanes délaissés traînent par terre des seringues, des préservatifs, masqués par une nuit sans étoiles. Et j'étais à Charleroi, et comme il m'arrive, comme à tout un chacun, de me promener, donc j'ai dérivé, donc je me suis pas perdu, mais je me suis éloigné de là où je me trouvais, et puis je me suis retrouvé pas loin de l'affluent de la Sambre, et dans un état où il se passait quelque chose avec cette végétation abandonnée, avec cette petite usine qui ne semblait plus trop bien fonctionner. Et il y a eu un climat qui s'est imposé à moi et où j'ai été réceptif à tout ce qui se dégageait dans le moment précis où j'étais là et qui m'a permis de percevoir et de sentir tout à la fois. Et c'est des moments comme ça qui passent. Il y a encore ces mots. Choc frontal, le cœur de l'homme a cessé de battre quand le mécanisme de sa montre suit son cours. Voilà comment dire et faire ressentir tellement en si peu de mots. C'est un accident de voiture. Les occupants des voitures sont morts. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait une montre à un poignet. La vie avait disparu et la montre continuait de fonctionner. Et c'est... Après, je sais pas quoi, c'est pas vous. Si, et c'est vous. Si, c'est moi. Mais je veux dire, un autre, c'est autre chose. Moi, c'est ça que j'ai vu. Peut-être qu'un autre aurait vu le drame de la mort, l'image du sang, des corps sans vie. Les mots que j'ai trouvés pour exprimer cela, parce que ça m'a habité pendant un moment, c'est ça qui s'est imposé à moi. Est-ce que quand on est poète, on ne cherche pas aussi, parfois, toujours, à rendre le monde poétique ? Obligatoirement. Sans quoi je me serais suicidé comment dire, j'allais dire, sur les deux tempes à la fois pour être sûr de ne pas me rater, forcément. Et rendre les choses poétiques, ça n'est pas du tout inventé dans le sens artificiel du terme. C'est magnifier ce que nous avons. C'est magnifier les choses, les objets, les êtres, les gestes, les mots. Les sentiments. Tout. Les magnifier, c'est-à-dire les prendre pour ce qu'ils sont vraiment et ne plus être, comment dire, tétanisé. C'est-à-dire ne plus avoir peur de partager le regard qui est en face de soi. C'est-à-dire ne plus avoir peur d'avouer ce que l'on ne peut pas, sa propre faiblesse et aussi son propre amour. Ne plus avoir peur de communiquer, de toucher. Et ne plus avoir peur de tout ça, c'est-à-dire c'est magnifier son quotidien, parce que je ne vois pas beaucoup d'éléments extérieurs qui le magnifient à ma place. Donc je suis obligé de faire le travail pour l'extérieur et pour moi. Ça s'appelle la banlieue du monde. C'est très beau, Gérard Bérébi. Vous restez avec nous. Dans Quel monde on vit ? Sur la première. Et un très beau samedi matin, vous, nos invités, nos débatteurs partagent avec vous leurs émotions culturelles. Voici leurs recommandations. Gérard Bérébi, pour commencer, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Eh bien, comme je suis à Bruxelles et que l'émission se termine, je me dirige dans le centre, à la rue Adolphe-Lavallée, dans un lieu d'exposition qui s'appelle La Vallée, pour voir l'exposition d'une jeune femme qui s'appelle Alexandre Morin, qui travaille à partir de plans de grands ensembles qu'elle projette à travers des procédés divers sur de la céramique et qui donne l'impression de voir comme un suaire. Et c'est quelque chose qui m'a assez fasciné, donc je vais aller voir ça tout à l'heure.